Bonjour et bienvenue à tous. Thibou Camara, ancien conseiller de Dadis Camara à la barre. Nous sommes ici, Monsieur le Président, il ne faut pas se le cacher, par rapport à l'enjeu du pouvoir. Parce que derrière ce procès historique, en filigrane, il y a l'enjeu du pouvoir, la dispute pour l'exercice du pouvoir, la dispute pour la conservation du pouvoir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Car ceux qui étaient aux affaires, qu'on aidait à rester aux affaires, ont été opposés à ceux qui voulaient venir aux affaires et qui étaient soutenus par ceux qui croient en leur personne et partageaient leur idéal. C'est ce conflit entre deux camps, deux tendances qui a dégénéré en un affrontement sanglant qui a coûté la vie à beaucoup de nos compatriotes. Puisqu'on parle du pouvoir, Monsieur le Président, l'exercice du pouvoir est complexe. Vous avez dû entendre parler souvent dans cette pratique difficile de faucon, de colombe. Les faucons, Monsieur le Président, pour résumer, c'est ceux qui croient à la fermeté de l'État, ceux qui croient à l'autorité comme moyen de préservation de l'ordre public, ceux qui croient en l'État léviathan, l'État dont la violence doit s'exercer pour protéger la vie en commun, pour assurer aux institutions de la République leur force, leur intégrité et leur puissance. Et puis il y a les petites colombes qui pensent que cela n'est pas incompatible avec la doctrine de paix, la recherche effrénée et sans relâche du compromis et du dialogue. Au milieu de ces deux courants antagonistes, il y a un homme au milieu, au cœur de l'action publique qu'on appelle le chef de l'État. Il consulte, il écoute, plusieurs sons de cloche et à la fin, il lui a donné de prendre une décision, de faire un choix. Cette décision, qui est la sienne, qui l'engage personnellement et en tout premier lieu, peut être jugée bonne, pertinente, mauvaise. Le choix qu'il peut faire peut être juste ou justifié. Mais dans tous les cas, à la fin, il lui faudra décider. Il lui faudra choisir un chemin. S'il le choisit, ça engage sa responsabilité. S'il ne fait rien du tout, il peut être soupçonné de décidophobie, cette difficulté à ne pas pouvoir de prendre des décisions, cette incapacité à trancher pour faire avancer un processus lorsqu'on est au pouvoir. Monsieur le Président, en âme et conscience, j'ai décidé de venir témoigner. Le courage, c'est la recherche de la vérité et de pouvoir la dire. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité, dire bêtement la vérité bête, dire ennuyeusement la vérité ennuyeuse, dire tristement la vérité triste. Ce n'est pas de moi, Monsieur le Président, c'est de Charles Péguy. Et la vérité ici pour moi, c'est de dire exactement ce que j'ai entendu et vécu personnellement, ce dont j'ai pu être témoin à titre personnel. Ce ne sont pas les ouï-dire, ce ne sont pas les rumeurs, ce n'est pas ce que j'ai entendu ou qu'on m'a fait entendre, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. C'est ce que moi-même, à titre personnel, j'ai vu, vécu et entendu sans équivoque, sans ambiguïté. Parce qu'il faut ici cultiver la religion des faits, coller aux événements avec exactitude et certitude. Je m'engage donc à dire la vérité en toute conscience, en toute responsabilité et avec le maximum de scrupules possibles. Mon témoignage se fera en 3 étapes. Le voyage de l'abbé, dont on a beaucoup parlé. Ensuite, le fameux appel du chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, à M. Sidia Touré. Et ensuite, le lendemain, ou le jour même des événements, le 28 septembre, la visite que j'ai rendue à sa demande au capitaine Moussa Dadis Camara au camp Alfaya Diallo. À propos du voyage de l'abbé, j'ai entendu beaucoup de versions. Moi, personnellement,
à l'époque, j'avais posé la question au capitaine Moussa Dadis Camara pour connaître la motivation exacte qui le poussait à se déplacer sur un territoire à l'époque jugé hostile et inhospitalier pour le président en fonction qu'il était. Je me rappelle de ce qu'il m'avait dit à l'époque, à savoir qu'il ne voulait pas donner le sentiment d'être président d'une partie de la Guinée et pas d'une autre. Il ne voulait pas donner l'image d'un président qui gouvernait une partie de la Guinée contre une autre. Et ensuite, en tant que soldat et serviteur de la République, il ne voudrait pas donner le sentiment qu'il y a une partie du territoire qui lui est autorisée et une autre partie du territoire qui lui serait interdite. Il a donc eu le sentiment que ce déplacement aurait donné le message qu'il n'y avait pas de discrimination entre les différentes régions du pays et qu'il voulait être au-dessus de la mêlée et être le président de tous les Guinéens. Et le dernier argument, c'est que c'était une invitation des notabilités de l'abbé et donc il ne pourrait pas leur faire l'offense de ne pas répondre à leur invitation parce que chacun d'entre nous, ce que vaut le poids des traditions dans nos sociétés et le respect religieux dû aux aînés, notamment aux notables. Voilà les 3 raisons qu'il m'a données pour motiver et expliquer le déplacement qu'il voulait faire à l'Abbé. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons été à l'Abbé. Le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. La notabilité, la jeunesse, la population de l'Abbé en général s'est fortement mobilisée à réserver un accueil chaleureux et enthousiaste dans la ferveur populaire au chef de l'État qui était reçu dans une des parties du pays. Et le meeting qui a eu lieu, sur lequel je ne reviendrai pas parce qu'il y a eu beaucoup d'explications qui sont conformes aux faits, qui a eu lieu au stade principal de l'Abbé, s'est déroulé dans les meilleures conditions. Sur le retour, effectivement, nous avons fait un arrêt à la station de l'Abbé. Le capitaine Moussa Dadis Camara, avec un groupe, était non loin de la pompe à essence. Et moi, j'étais un peu plus haut avec le général Sekouba Konaté et d'autres personnes qui faisaient partie de la délégation. C'est à cet endroit, Monsieur le Président, que je me suis entretenu avec le général Sekouba Konaté à propos de la manifestation de l'opposition qui était projetée. Je lui ai expliqué que, personnellement, je souhaitais que lui et moi, nous en parlions, pour qu'à son tour, il en parle au capitaine Moussa Dadis Camara, parce que les prémices d'une confrontation se décidaient avec la détermination farouche de l'opposition des forces vives, on dira à cette époque, d'organiser vaille que vaille la manifestation et le souci des autorités que la manifestation ne vienne pas troubler l'ordre public et surtout ne coïncide pas avec une date jugée historique et donc appartenant à l'ensemble des Guinéens. Monsieur le Président, il y a tout ici la problématique des manifestations dans notre pays. Vous avez d'un côté le souci des citoyens, des organisateurs de ces manifestations, d'exercer des libertés et des droits qui sont reconnus par nos lois et par nos textes. Et de l'autre côté, vous avez un État, quel qu'il soit, qui a le souci que, bien que ce droit soit reconnu, cette liberté soit consacrée, que cela puisse s'exercer dans l'encadrement de la loi, dans le respect des libertés des autres, bref, de manière à ce que l'ordre public ne soit pas troublé, ses droits et ses libertés peuvent s'exercer pleinement. J'ai expliqué au général Sekouba que les 2 préoccupations n'étaient pas tant que ça inconciliables. Nous aurions pu, et nous devons, parler avec les organisateurs pour engager leurs responsabilités par rapport à l'organisation de la manifestation, pouvoir trouver un accord avec eux de manière à ce que nous n'allions pas
à la confrontation, nous ne tombions pas dans une épreuve de force à l'issue incertaine. Parce que personne ne peut dire comment peut finir une épreuve de force. Personne ne peut imaginer dans l'incompréhension et dans la confrontation ce qu'il pourrait en advenir, comme on en a eu l'amère, la triste et dramatique expérience avec les événements du 28 septembre 2009. Le général Sékou Konaté était convaincu par l'argumentaire, mais il m'a répondu que lui n'étant pas politique, c'est une réponse qu'il me réservait souvent lorsque nous discutions des sujets à caractère politique. Il m'a dit, je suis d'accord avec toi, mais comme le capitaine n'est pas très loin, je vais lui demander d'en discuter avec toi, et tout ce sur quoi vous serez d'accord, moi je suis d'accord. C'est vous les politiques, c'est vous qui connaissez l'État. Allez discuter de ça entre vous. Bien que moi, personnellement, je suis convaincu que c'est la bonne démarche et je suis prêt à t'appuyer auprès du capitaine pour faire passer ce message de conciliation, de réconciliation, de positions tranchées et extrêmement opposées. Je suis allé voir le capitaine Moussa Dadis Camara, effectivement. Je dois dire qu'il a prêté une oreille attentive. Mais il était un peu sceptique, parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester. Il ne voyait pas de motif de mécontentement des forces vives. À l'époque, il faut rappeler le contexte, qui étaient de très bons partenaires avec lui, individuellement et collectivement. Parce qu'il discutait avec eux au téléphone, les recevait dans son bureau, ils avaient une habitude de discussion et une culture de partenariat. Donc, j'étais étonné des raisons de descendre dans la rue qui étaient l'expression d'un malaise, d'une distanciation, d'un des rapports que lui, à l'époque, jugeait cordiaux et excellents. La deuxième chose, il disait qu'il parlait avec la plupart d'entre eux, mais que personne ne lui a fait part d'une raison de manifester. Pour ainsi dire, il était sceptique et dubitatif. Et comme un chef d'État est toujours mieux informé que tout le monde, je suppose, lorsque vous partagez un avis, une information que vous recevez avec lui, peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous n'avez pas, qui fondent son jugement et sa conviction. Donc je n'ai pas insisté outre mesure, parce que je n'ai pas senti une inquiétude particulière chez le président, liée à la confiance absolue qu'il avait dans ses relations avec les forces vives, et qui pour lui était un rempart contre toute bataille rangée entre eux et lui. Nous sommes rentrés à Conakry tranquillement. La consigne qui avait été donnée implicite, c'est qu'à partir du moment où nous rentrions tous de voyage exténués, harassés, épuisés, parce que nous avions fait la route à un pas de charge, c'était un voyage court et intense. Donc la consigne presque qui a été donnée, c'est de rester à la maison et de profiter du moment. Je donne cette précision parce que habituellement, le travail se fait la nuit, ça tout le monde le sait. Pour ceux qui pratiquaient le camp Alpha Yaya à l'époque et qui étaient aux alentours du pouvoir, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ceux qui se rendaient au camp ou qui étaient témoins de ce qui se passait au camp. Le jour commençait la nuit et la nuit finissait le jour. C'était ainsi le rythme de travail que le président s'était imposé, et en tant que leader, chacun suivait naturellement son rythme de travail et s'adaptait à son agenda personnel. Donc j'étais à la maison, dans mon lit, quand j'ai reçu l'appel du capitaine, me demandant si c'était possible que je vienne le voir au camp. C'était très courtois et poli de sa part de demander si j'étais disponible pour aller le rencontrer, lui qui était le chef de l'État. À peine j'avais rapproché le téléphone que j'étais déjà en route pour arriver au camp. Parce que c'était une invitation dans son esprit, mais dans l'esprit du collaborateur que j'étais, rapport de subordination pour reprendre vos termes, il fallait que je me rende au camp. Je suis donc arrivé au camp Alpha Yaya. L'ambiance était un peu
morne. Parce que habituellement, comme je vous l'ai dit, c'est dans les soirées que le travail se fait. Et donc il y avait de l'affluence, il y avait du monde. Vous savez, le pouvoir attire beaucoup de monde venant de tous les horizons. Et le camp Al-Fayaya ressemblait pratiquement à cette époque à une grande agglomération, tant il y avait beaucoup de monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute.